Cet après-midi, je vous raconte Louis II de Bourbon-Condé, un seigneur de guerre dont la réputation et le prestige ont dépassé les frontières. Lui-même d'ailleurs les a dépassés. Ou la véritable histoire de l'exil du Grand Condé. Qui était vraiment Louis II de Bourbon-Condé ? Pourquoi s'est-il volontairement exilé pendant 7 ans ? Pourquoi a-t-il été déchu de ses titres ? Nous sommes au mois de novembre 1659 sur la petite île des Faisans, au milieu de la Bidassoa, fleuve du Pays Basque marquant la frontière entre les royaumes de France et d'Espagne. Et le lieu n'a jamais aussi mal porté son nom, puisque, faute de volatiles, cette grève habituellement déserte accueille sous des constructions temporaires une foule de gentilshommes qui, depuis des mois, discutent du sort de 2 pays en guerre. La délégation du plénipotentiaire ministre de Louis XIV, le cardinal Mazarin, franchit le fleuve depuis la rive nord quand celle de son homologue Don Luis de Haro, envoyé du roi d'Espagne, Philippe IV, débarque lui par la rive sud pour que chacun mette à profit sur cet îlot éminemment symbolique ses talents de diplomate. 23 entrevues ont déjà eu lieu depuis le mois d'août, quand le 7 novembre, les 2 hommes signent finalement, au nom de leur souverain, le traité dit des Pyrénées, qui marque le terme d'un interminable conflit. Voilà en effet 25 longues années que Bourbon et Habsbourg se chamaillent, les premiers voulant atténuer la puissance des seconds qui, en plus de l'Espagne, dominent aussi l'Autriche et une bonne partie des Pays-Bas. Et avec les quelques 132 articles du texte âprement négociés, la France sort clairement gagnante de ce long combat. Cession de territoire, question d'alliances internationales, éléments commerciaux. Le texte prévoit également le mariage de l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche, avec Louis XIV. Cette union, ainsi que la dot colossale qui doit l'accompagner, constitue l'une des plus belles victoires du cardinal Mazarin qui se délecte d'apposer alors majestueusement sa signature en bas du document. Mais très loin de là, à Bruxelles, alors capitale des Pays-Bas espagnols, un autre homme ne boude pas son plaisir. Absent, son ombre a pourtant plané sur les tractations puisque son cas personnel est évoqué dans pas moins de 10 articles du dit traité. Cet homme, c'est Louis II de Bourbon-Condé. Comme son patronyme l'indique, c'est un Français et non des moindres. Le sang qui coule dans ses veines est aussi pur que celui des rois puisqu'il fait partie de la branche cadette de la famille régnante. Il est le cousin du roi Louis XIV. Et si Louis de Bourbon est satisfait, c'est que le traité des Pyrénées marque la fin de 7 ans d'exil et lui restitue tout ce qu'il avait perdu, à savoir son nom, ses titres, ses domaines, ses charges et ses richesses. Sa gloire, elle, celle qui fait qu'on le surnomme tout simplement le Grand Condé, ne s'est jamais vraiment tarie, bien qu'il ait osé se rebeller contre son roi et trahir son pays. Et s'il est en ce jour réhabilité, vous allez voir que son caractère impétueux et ses choix, pas toujours dans le sens de l'histoire, ont bien failli le mener à sa perte. Avant d'être déchu et exilé, Louis II de Bourbon-Condé était né pour briller. Il voit le jour en 1621 dans l'une des plus prestigieuses familles de France. Il est un prince du sang, lié par hérédité à la famille royale et partage un arrière-arrière-grand-père avec son cousin Louis XIV, de 17 ans, son cadet. Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend Louis de Bourbon particulièrement fier, comme le sont tous ses congénères à la supériorité acquise en s'étant donné la peine de naître. Et pour honorer cette haute condition, Louis se lance dans ce qui fait la gloire et l'utilité de la noblesse, la guerre. Nommé à la tête de l'armée de Picardie par le roi Louis XIII, il fait vite montre de courage et d'une redoutable efficacité dans le conflit contre l'Espagne, essentiellement tourné vers les territoires des Habsbourg en Flandre et aux Pays-Bas. En 1643, il parvient à sauver la ville ardennaise de Rocroi d'une attaque et devient à seulement 22 ans une véritable légende vivante. Fribourg, Dunkerque, Lens, les victoires militaires s'enchaînent. Des ouvrages largement diffusés vantent les mérites de celui qu'on qualifie alors de nouveau César ou de nouvel Alexandre. Louis de Bourbon devient officiellement prince de Condé à la mort de son père en 1646 et c'est désormais sous le nom de Grand Condé ou de Monsieur le Prince qu'on l'évoque ou qu'on s'adresse à lui. Il accumule charges et honneurs, il est un rayonnant chef militaire et l'un des hommes les plus riches de son temps. Mais les temps changent et se troublent même quand débute ce que l'historiographie nomme la Fronde, un épisode complexe où se mêlent et se jouent les velléités de la noblesse contre l'autorité royale. En 1648, Louis XIII est mort depuis 5 ans
Louis XIV n'est qu'un enfant de 10 ans et sa mère Anne d'Autriche assure la régence, assistée de son incontournable ministre, le cardinal Mazarin. Les nobles magistrats du Parlement de Paris se rebellent contre l'autorité centralisatrice de la Régence et sont bientôt rejoints par une partie du peuple de la capitale. Le grand Condé, au service de son sang, prend le parti de la royauté pour mater avec succès les récalcitrants. Sûr de lui, arrogant même, on peut le dire, exigeant quoi qu'il en soit, Condé en profite pour réclamer sa part du pouvoir et des charges à n'en plus finir pour lui et pour ses amis. Mazarin et la reine, inquiets de sa puissance, décident alors d'agir avec fracas. Le 18 janvier 1650, appelé au palais du Louvre sous un faux prétexte, le prince de Condé est arrêté, ainsi que ses frères et beaux-frères, et envoyé dans une geôle du château de Vincennes. Il est ensuite transféré de donjon en forteresse jusqu'au Havre, alors que les grands nobles s'allient contre Mazarin. Il est compliqué de résumer là les retournements et doubles jeux incessants, mais une chose est certaine, lorsqu'un prince se soulève, il entraîne en général toute une ribambelle de seigneurs et officiers, voire de provinces entières. On se croirait là revenu au temps de la féodalité, alors que Louis XIII s'était justement échiné à asseoir un certain absolutisme royal. Face à la fronde qui s'affirme, Anne d'Autriche accepte finalement de libérer Monsieur le Prince, qui après 13 mois de détention regagne Paris en triomphe, puis prend la tête de la rébellion dirigée essentiellement contre le cardinal, cet étranger d'origine italienne, roturier qui plus est, qu'il déteste et qu'il méprise. La majorité de Louis XIV, célébrée en grande pompe au Parlement de Paris en février 1651, ne change rien. Condé ne s'y rend d'ailleurs même pas. Il préfère rejoindre Bordeaux, capitale de la province de Guyenne, qui le soutient, et prend le temps de négocier une alliance avec les Espagnols, qui ne sont autres que les pires ennemis de la France. La confusion règne. À Paris, la tête du cardinal est mise à prix, et la cour est réfugiée à Poitiers. Condé est finalement défait en Guyenne, et chaque camp se lance vers la capitale. Après moult péripéties, c'est sous les murs de Paris que le grand Condé affronte les armées royales dirigées par le maréchal Turenne. Il s'en faut de peu pour qu'il périsse, mais il parvient finalement à pénétrer dans la cité. Les portes lui sont ouvertes grâce à celle que l'on nomme la Grande Mademoiselle, cousine germaine de Louis XIV, qui se voit en véritable Jeanne d'Arc des temps modernes et n'a de cesse de jouer de ses relations et de sa harangue pour contrer les troupes royales, quitte à user des canons de la Bastille. Nous sommes en juillet 1652 et le grand Condé entre dans Paris en quasi-héros. Partout, on porte au chapeau un bouquet de paille, signe de ralliement des frondeurs. Mais les troubles et émeutes que certains imputent au prince finissent sûrement par lasser. Les défections s'enchaînent et les blanches insignes royales remplacent de plus en plus la paille sur les couvre-chefs. Au bout de 2 mois, le 13 octobre, conscient qu'il n'a plus de soutien, Condé décide de partir. Une semaine plus tard, c'est le roi qui entre triomphalement dans Paris. La fronde est en passe d'être matée. Mais pour le grand Condé, tout n'est pas terminé. Il ne fuit pas comme un vulgaire brigand, mais part avec une armée d'environ 3000 hommes et de fidèles officiers. Le grand Condé préfère ne pas profiter de l'amnistie proposée par le roi à tous les frondeurs et maintient son alliance avec les Espagnols. S'il vise probablement un retour prochain dans la capitale, c'est pourtant bien l'exil qui l'attend. Et il ne va pas remettre un orteil à Paris avant bien longtemps. Au mois de novembre 1652, le grand Condé fait alors route vers les Pays-Bas espagnols et conquiert au passage des places fortes de Champagne, pendant que, à Paris, Louis XIV fait enregistrer une déclaration par le Parlement. Condé est, je cite, « rendu indigne de tout pardon, privé et déchu de tous honneurs, dignité, état, office et gouvernement, pouvoir, charges, privilèges et prérogatives, pensions et de tout autre droit qu'il pouvait prétendre. » Oh, le message, on ne peut plus clair. Louis XIV, humilié d'avoir dû fuir pendant la fronde ses propres palais, compte bien reprendre les choses en main. Bordeaux reste en révolte, mais ne tardera pas à tomber et la noblesse à rentrer dans le rang. Le 23 février 1653, dans la grande salle de l'hôtel du Petit Bourbon à Paris, devant la cour, la reine et Mazarin, Louis XIV, 15 ans, apparaît sous les traits du dieu Apollon, dans un ballet merveilleux.
Il est l'astre solaire autour duquel tourne le monde. Dans une chorégraphie millimétrée, une bonne partie des anciens frondeurs l'entourent en incarnant les vertus dont le monarque se prévaut, l'honneur, la renommée, la magnificence, la victoire, la grâce, et j'en passe. Louis XIV assume et assoit son autorité dans ce qui est moins une marque de réconciliation que celle de l'assujettissement de la noblesse, auquel il va consacrer une bonne partie des années à venir. Pendant ce temps, le Grand Condé continue sa marche vers les Pays-Bas en affrontant à l'occasion les troupes de Turenne. Il est désormais généralissime de l'armée espagnole et arrive très officiellement à Bruxelles en avril 1654. Il est accueilli par l'archiduc Léopold Guillaume, gouverneur des Pays-Bas espagnols, logé au sein du somptueux palais du Coudenberg, reçu avec les honneurs dignes de son rang, celui d'un prince, presque aussi puissant qu'un roi. Pourtant, un mois plus tôt, M. le Prince a été définitivement condamné par le roi et le Parlement de Paris, lourdement même. Il est convaincu du crime de félonie et de lèse-majesté. La perte de tous ses honneurs, titres et privilèges est confirmée, en plus de la confiscation de ses biens au profit de la couronne et d'une ultime sentence, la mort. Puisqu'il est absent, une véritable répression s'abat sur tous ceux qui le soutiennent encore, pendant que des officiers royaux se chargent de l'inventaire de son pléthorique patrimoine. À Bruxelles, Condé n'en a cure. « J'ai vu les gazettes et l'arrêt de notre penderie, dont je ne me mets guère en peine », écrit-il tranquillement à son intendant. Il a beau être condamné et exilé, il est loin d'être acculé. D'abord, un délai de 5 ans est accordé pour s'opposer au jugement. Plus, il ne dépose pas les armes et veut continuer à se battre contre Mazarin, plutôt que contre le roi, selon ses dires. Il passe donc globalement toutes les belles saisons de son exil à guerroyer en Flandre et Picardie contre les armées françaises, dans un étrange jeu à moitié statique où d'Arras à Valenciennes, chaque camp perd ou reprend ce qu'il avait jadis gagné ou perdu. Condé n'est pas aidé par l'archiduc Léopold ou le comte de Fuensaldiana qui dirige les armées espagnoles. Ils ne s'entendent guère. Monsieur le Prince s'agace des désaccords stratégiques comme des questions de préséance qu'il exige pour s'accorder à son rang. Que ce soit sur les champs de bataille comme dans les diverses réceptions et cérémonies dont il jouait allègrement lors de ses hivernages à Bruxelles ou ailleurs, il visite rarement son épouse, Claire Clémence de Maillé, en exil séparé. Il faut avouer qu'il ne l'a de toute façon jamais trop appréciée, bien qu'elle se soit parfois démenée pour lui pendant la Fronde. Son fils, quant à lui, le duc d'Enghien, étudie tranquillement entre Namur et Anvers. Le roi d'Espagne, Philippe IV, est lui un soutien indéfectible en vertu du traité qu'ils ont signé ensemble et pour le rôle clé que Monsieur le Prince peut jouer dans le conflit avec la France. À tel point que le souverain espagnol nomme un nouveau gouverneur et un nouveau commandant des armées de meilleure composition face aux vexations de Condé. Il semble en revanche que la couronne rechigne à verser les pensions promises. Et Condé de s'apitoyer dans sa correspondance sur une situation financière qui atteint, selon ses dires, un total dénuement. Bon, ce qui ne l'empêche pas de recevoir de nombreux cadeaux, comme cette épée au fourreau sertie de pierreries. Condé vise certes à crédit, mais plutôt bien. Et il entretient des fidèles dans toutes les cours d'Europe, de Madrid à Vienne, en passant par Londres, où il tente même de nouer une alliance. Mais par chance pour lui, Mazarin l'a doublé, toujours affairé à l'hégémonie de la France et à la perte du Grand Condé. Pendant ce temps, l'Espagne, fort occupée à guerroyer contre le Portugal, tend de plus en plus vers l'idée de paix avec des Français. Dès l'année 1656, des tractations ont même commencé. Mazarin ne se soucie guère du sort du Grand Condé, bien au contraire, mais Philippe IV tient sa promesse de défendre son cas pour qu'il trouve une situation digne de son rang. La paix dépend donc partiellement, dans un sens, du sort de Monsieur le Prince. On pense un temps lui laisser les rênes d'un État souverain en Franche-Comté, mais la place d'un Bourbon est en France. Condé le sait. Tout comme il sait que malgré sa récente défaite aux portes de Dunkerque en 1658, son exil va bientôt toucher à sa fin. En novembre 1659, la paix est signée entre la France et l'Espagne grâce au traité des Pyrénées, comme je vous le disais au début du récit. Son article 79 est limpide. Monsieur le Prince de Condé fait savoir à Sa Majesté qu'il a une extrême douleur d'avoir depuis quelques années tenu une conduite qui a été désagréable et que si Sa Majesté a la générosité d'user envers lui de sa bonté royale, oubliant tout le passé et le retenant en l'honneur de ses bonnes grâces, il s'efforcera, tant qu'il aura de vie, de reconnaître ce bienfait par une inviolable fidélité, de réparer le passé
par une entière obéissance à tous ses commandements. Comme le faisaient les lointains ancêtres chevaliers, le prince de Condé fait amende honorable devant son suzerain, et il admet que c'est du roi seul qu'il obtient le pardon et la réhabilitation. Les articles suivants disposent de tous les titres et honneurs que Condé retrouve en sa qualité de premier prince du sang, en plus du gouvernement de la riche province de Bourgogne et du titre de grand maître de la maison royale pour son fils le duc d'Enghien. Tout cela sous condition de licencier son armée, de rendre les places fortes dont il est le maître et de cesser à jamais toute ligue ou conspiration, bien entendu. Comme un prince, Condé arriva à Bruxelles pour commencer son exil. Comme un prince, il en part pour l'achever. Le 29 décembre 1659, c'est dans un rutilant carrosse que le grand Condé quitte la capitale des Pays-Bas espagnols, escorté au son des coups de canon par toute la cour et une révérencieuse foule. Une fois en France, Condé ne va pas trop jouer l'ostentation. Il s'agirait tout de même de faire profil bas. Son hôtel parisien et ses diverses propriétés l'attendent, mais avant, il y a plus important. Il faut aller au-devant du roi. La cour est de passage à Aix-en-Provence, et Condé rejoint donc le Rhône qu'il descend en bateau. Il est accueilli comme un ambassadeur par Mazarin, puis, dans la soirée, s'agenouille devant son cousin le roi et baise la robe de la reine-mère. Tout est pardonné. De retour à Paris, après presque 8 ans d'absence, les civilités s'enchaînent. Anciens alliés ou anciens adversaires, Condé visite et voit défiler en son château de Saint-Maur toute la bonne société. Et il passe même aux yeux de certains pour un grand artisan de la paix entre Bourbon et Habsbourg, lui qui n'a cessé de guerroyer pour un camp ou pour l'autre. Ainsi, un sonnet circule après son retour. « Condé, tu sais ranger sous tes lois la victoire, ton seul nom fait trembler les rois et Césars. Mais le couronnement de tous ces beaux exploits, c'est d'avoir combattu pour accorder de rois ce bonheur de l'Europe est le fruit de tes palmes, peuple de ces États révérés à jamais dans le même héros qui rend vos jours plus calmes, le démon de la guerre et l'ange de la paix. » Il fallait y penser. À l'été 1660, Condé se mêle au cortège pour l'entrée de Louis XIV et de son épouse Marie-Thérèse à Paris. Sur son resplendissant destrier, le chapeau emplumé, il est en bonne place, celle que son rang exige, juste derrière le frère du roi et devant même le carrosse de la reine. 2 ans plus tard, il participe au Grand Carrousel pour célébrer la naissance du dauphin. Dans Paris et devant le palais des Tuileries, Condé dirige un quadrille de cavaliers vêtu tel un empereur ottoman de satin rouge orné de rubis et diamants, empanaché d'un turban paré de pierres précieuses. Il est de toutes les fêtes, de toutes les célébrations officielles, mais il reste loin de la politique. Après la mort de Mazarin, Louis XIV assume son pouvoir, et même si Condé siège à l'occasion au Conseil, il ne donne son avis que si son cousin lui demande, essentiellement d'ailleurs sur des questions internationales. Car le grand Louis XIV voit large et aime décidément beaucoup les guerres. Elle se relance en 1669, et Condé de reprendre du service en Franche-Comté d'abord, puis en Hollande, et de participer aux éclatantes victoires du roi Soleil, avant de cesser, en 1675, de vivre pour la seule gloire des champs de bataille. Mais que l'on ne s'inquiète pas, il a beaucoup à faire. S'il n'a pas obtenu le trône de Pologne un temps envisagé, il a entre autres un somptueux domaine à gérer, celui du château de Chantilly, qu'il fait rénover et aménager par les plus brillants architectes et jardiniers, les mêmes qui servent le roi, Mansart ou le nôtre notamment. Chantilly est un écrin de luxe, de volupté et de relative liberté en comparaison de la rigide étiquette de la cour. Condé s'y sent bien, loin des intrigues et loin de la morne mine de son épouse Claire Clémence, qu'il n'a pas hésité à faire enfermer en 1671 dans un château sinistre en demandant une lettre de cachet à son royal cousin, celle que le Parlement voulait justement supprimer pendant la Fronde, afin de solder une sombre histoire de scandale sexuel de la dame avec un valet. La noblesse a ses exigences. Roi en son palais, mécène en son musée personnel, le grand Condé accueille hommes de lettres et femmes de goût dans d'intimes après-midi ou de mirifiques fêtes dont certaines deviennent légendaires. Mais avec le temps, ce grand jouisseur, mauvais chrétien notoire, tend à recentrer sur la religion et le salut de son âme, surtout après le décès de sa sœur, la duchesse de Longueville en 1679, c'est qu'il doit sentir que sa fin est proche. Et comme pour tout le reste, il va partir avec un certain panache.
Le prince de Condé décède riche et respecté, ainsi qu'il était né. Il meurt le 11 décembre 1686 au château royal de Fontainebleau à l'âge de 65 ans, alors qu'il veillait la duchesse de Bourbon alitée, fille de Louis XIV, par ailleurs épouse de son propre fils. Le matin même, il écrivait ces derniers mots au roi. « Je meurs content si votre majesté veut bien me faire la justice de croire que personne n'a eu pour elle de sentiments si remplis de respect et de dévouement, et si j'ose dire, de tendresse. » À peine empoulée, la formulation semble le signe d'une touchante honnêteté à laquelle l'État répond en lui offrant les plus fastueuses funérailles du siècle. Le 10 mars 1687, la cathédrale Notre-Dame de Paris est drapée de noir. Le roi, les ducs et pairs de France, assortis d'une foule de nobles et princesses, sont réunis sur des estrades autour d'un baldaquin surmonté du catafalque. Une allégorie de l'immortalité porte en ses bras le portrait du défunt, tandis que des représentations de ces batailles ornent les piliers de la nef, ainsi que les médailles des princes de Bourbon depuis leur ancêtre, Robert de Clermont, fils de Saint-Louis, comme pour replacer le grand Condé au sein de cette illustre lignée. Sur la chaire, le célèbre évêque et prédicateur Bossuet prend la parole en feignant rhétoriquement de s'interroger sur l'utilité de louer la mémoire du prince. Quelle partie du monde habitable n'a pas ouï les victoires du prince de Condé et les merveilles de sa vie, clame-t-il, et de continuer en égrenant la longue liste des victoires de cet homme choisi par Dieu, dit-il, pour protéger la jeunesse d'un roi. La félonie et le crime de lèse-majesté sont vite et habilement évacués. Bossuet en appelle au monde face à la dérision de la mort. « Venez, peuple, venez maintenant, venez voir le peu qui nous reste d'une si auguste naissance. » L'évêque en oublie peut-être que cette naissance dont s'est toujours prévalu le prince, ce fameux sang Bourbon si pur et si noble, est aussi celui qui a engendré une lignée de rebelles, comme ses aïeux protestants qui combattirent le camp royal et catholique, ou son père qui s'opposa en son temps lui aussi au pouvoir d'une régente reine-mère. Quant au fils du grand Condé, il passera pour un homme cruel, se prenant, selon la légende, pour un loup-garou. Et sa petite-fille, la duchesse du Maine, finira un temps assignée à résidence pour avoir comploté contre le régent Philippe d'Orléans. Décidément, quelle famille. Peut-être le sang ne justifie-t-il rien en réalité, pas plus les récompenses que les déchéances, ni l'exil ou la valeur d'un homme, mais que c'est plutôt une époque, une vision du monde, de la société, et l'obsession de tenir une position au milieu des contingences politiques qui suffisent à faire d'un prince accroché à son rang et son honneur un personnage haut en couleur. Europe 1, historiquement vôtre. Xavier Le Person, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Un prince accroché à son honneur, je le disais à l'instant. Et on touche là un point central pour bien comprendre le personnage qu'était le grand Condé. Après le récit que je viens de faire, disons-le d'emblée, ce qui marque, c'est un peu la vanité, l'orgueil, voire l'opportunisme du grand Condé. Mais vous, vous dites attention, tout est une question d'honneur. C'est cela qui guide ses actes ? Oui, bien sûr, il y a le personnage en tant que tel qui peut paraître orgueilleux par sa superbe et par ses ambitions, mais en fait, il faut savoir qu'il est héritier d'une maison qui doit occuper dans l'État royal un rang particulièrement important, et il n'a eu de cesse toute sa vie de défendre ce rang, de défendre les privilèges qui étaient attachés à sa famille, et à se défendre, c'est tout le cœur de la Fronde, à se défendre contre d'autres familles nobles qui voulaient profiter de la situation et de l'alliance avec Mazarin pour s'élever dans la société au détriment de la maison de Bourbon-Condé. Les Bourbons n'étaient pas menacés, les Bourbons-Condé, parce qu'il était le premier prince du sang, on ne pouvait pas lui enlever. Yes. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu vaniteux quand par exemple il est dans les Pays-Bas espagnols, il veut absolument qu'on lui donne son titre, qu'on marque la différence? Ah oui, mais en même temps, l'honneur n'est pas uniquement quelque chose qui est inscrit dans la loi ou dans les règles. L'honneur, cela dépend souvent du regard des autres. La dignité se lie à travers le regard des autres et par des petits éléments symboliques de la vie quotidienne qui font qu'un personnage est traité différemment des autres. Donc tout à fait logiquement, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas politiquement. Et Condé est toujours en train de surveiller constamment. Et vous avez raison, aux Pays-Bas espagnols, quand il arrive, tout de suite, il exige d'être traité à l'égal du gouverneur général des Pays-Bas espagnols, qui évidemment refuse cette situation et demande immédiatement à Philippe IV d'Espagne de trancher. Et Philippe IV d'Espagne tranche en faveur
du prince de Condé parce qu'il a besoin de lui pour mener ses campagnes militaires contre la France. Le prince de Condé décède donc riche et respecté, comme je le racontais. C'est ce que vous appelez une mort glorieuse, une des plus glorieuses du XVIIe siècle. On va revenir dans un instant sur ce qui explique cette mort glorieuse, mais ce qu'on peut dire, c'est que mourir respecté après avoir trahi le roi, ça a été quand même l'ultime prouesse même de ce prince, en parfaite maîtrise de son propre récit. Tout à fait. Vous savez que la mort et ce que l'on dit de la mort transforme une vie en destin. Et effectivement, le prince de Condé a rédigé une lettre, c'est-à-dire dont il comprenait toute la rhétorique, pour montrer évidemment son repentir. Et donc c'est toute la subtilité de cette famille, c'est de faire de cette faute magistrale, qui fut la pire des fautes commises depuis le connétable de Bourbon, de faire de cette faute une faute glorieuse, c'est-à-dire de transformer Condé en héros chrétien, qui n'a pas commis de péché dans sa vie. Et l'important, c'est de les surmonter. Sauf que, vous l'avez dit vous-même dans votre présentation, Condé n'est absolument pas un bon chrétien au sens strict du terme. C'est un esprit fort du XVIIe siècle. Et moi, j'ai étudié sa correspondance. Jamais il ne cite Dieu. Donc, effectivement, à la fin de sa vie, il est malade, ses proches disparaissent, donc il se prépare à la mort. Mais on peut penser, effectivement, que cette mort a pour but, évidemment, d'effacer cette faute politique et cette faute militaire. Vous parliez à l'instant de cette lettre qu'il écrit juste avant de mourir. « Je n'ai rien à me reprocher sur tout ce que j'ai fait. » Repenti, mais pas trop quand même. Oui, parce que ça, c'est le principe de la vie. On accepte les actes de sa vie, c'est aussi une façon de se repentir. Et malgré tout, tout cela est mis en scène. Quand on visite le château de Chantilly, la grande galerie des batailles, il y a une représentation qui surprend le visiteur parmi toutes les scènes de bataille qui y sont représentées, les victoires du prince de Condé. C'est le fameux tableau du repentir du prince de Condé, où on voit une allégorie de l'histoire déchirer les mauvaises pages de l'histoire. Alors, pourquoi ce tableau ? On pourrait penser effectivement que la famille veut mettre en évidence ce repentir. Mais en même temps, ça rappelle aussi l'importance que le personnage a eue dans ces événements. Et effectivement, c'est un prince qui a certainement marqué le XVIIe siècle. Xavier Le Person, vous publiez dans Le Grand Condé un exil pour l'honneur chez Fayard, dont un des apports majeurs est de pointer ce qui est au cœur de toute l'histoire du prince de Condé, une brouille. Tout commence en fait par la rivalité entre deux hommes, le prince de Condé et Mazarin. Un prince du sang contre un ministre roturier italien qui plus est. C'est ça qui l'embête. C'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème parce qu'effectivement, il y a une différence d'origine. Vous l'avez signalé dans votre présentation. C'est-à-dire que le prince de Condé appartient à une famille au plus haut niveau de l'État, tandis que Mazarin, lui, vient d'une sombre famille de manieurs d'argent. Il vient d'origine sicilienne. Il est allé à Rome. Il a vécu dans l'entourage de la famille Colonna. Et ensuite, il s'est élevé par son mérite en matière diplomatique. Donc il a cette culture diplomatique, Mazarin, qui est très, très différente de celle du prince de Condé, qui est un guerrier. Il n'est pas dans la négociation, Condé. Autre différence, c'est qu'effectivement, Mazarin vit mal le prestige de Condé, notamment après le blocus de Paris pendant la Fronde. Condé supporte mal, lui, de se voir refuser la possibilité de récompenser ses fidèles. Et bien sûr, derrière cela, il y a des offenses mutuelles. Et l'offense essentielle que Mazarin va faire payer à Condé, c'est notamment ce souper ridicule qui va être organisé peu de temps après le début de la brouille officielle entre les deux personnages. Mazarin est ridiculisé par Condé et son entourage à l'occasion d'un dîner. Est-ce qu'on peut raconter, c'est-à-dire Condé invite Mazarin à dîner pour entériner le retour de la Concorde, et en réalité, ça ressemble un peu, pardon pour mon langage, mais un dîner de cons. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, puisque Condé reste très froid, il n'ouvre quasiment pas la bouche du repas, et il laisse ses fidèles se moquer du principal ministre qui en tombe malade à la sortie. Et donc ça, c'est un des éléments qui est à l'origine de l'emprisonnement de Condé, parce que dans un emprisonnement, quand on fait arrêter quelqu'un et qu'on le met en prison, même s'il est innocent, on porte atteinte à sa réputation, on porte atteinte évidemment à sa fama, à sa réputation, et donc par conséquent, c'est la pire chose qu'on puisse lui faire. Donc c'est cette même année du souper ridicule, comme vous le qualifiez, en 1649, que tout bascule. C'est le début de la Fronde, c'est le moment où le prince change de camp,
Qu'est-ce qui se joue pendant la fronde? Pourquoi le prince est aussi ambigu avec ce mouvement de la fronde? D'abord, il est, comment dire, il veut mater la fronde, puis ensuite il rejoint la rébellion. On a du mal à le cerner, hein. À l'origine, il ne faisait que reprendre une tradition familiale, puisque son père avait décidé Mm. de soutenir le cardinal de Richelieu. Et lorsque son père meurt, il reprend le flambeau de la famille et décide d'appuyer l'État royal. Mais effectivement, lorsqu'il sent qu'il n'est plus récompensé par l'État royal, et c'est là où peut-être son ambition et sa soif de reconnaissance rentrent en jeu, eh bien, il décide de se faire prévaloir les armes. Et effectivement, il a eu des relations très compliquées avec les frondeurs, hein. Il ne s'entendait quasiment avec personne, ni avec Gaston d'Orléans, ni avec la plupart de ceux qui ont rejoint ce mouvement. Mais bon, il a fait de terribles dégâts puisqu'il a mis à feu et à sang le sud-ouest du royaume de France, où il a subi quand même, il faut le préciser, un certain nombre de défaites face à donc d'autres hommes de guerre, dont le comte d'Harcourt, qui défendait les intérêts de la monarchie Mm. à ce moment-là. Quelques mois après le souper ridicule de 1649, Mazarin, vous l'avez rappelé, fait arrêter le prince de Condé qui va faire 13 mois de détention. Que sait-on des conditions de détention dans le donjon du château de Vincennes? Et c'est là la plus grande souffrance du prince de Condé. C'est une infamie absolue, puisque Condé dit, et ça c'est repris par Bossuet dans l'Oraison funèbre que vous avez cité, entré le plus innocent de tous les hommes, il en était ressorti le plus coupable. C'est-à-dire qu'effectivement, il est mis sous surveillance par le capitaine des gardes de Mazarin, donc c'est pas n'importe qui. Et effectivement, 18 gardes le surveillent en permanence dans le château de Vincennes, qui est un château tout à fait inconfortable. Vous imaginez le mois de janvier dans le donjon de Vincennes. C'est pour un prince d'ailleurs qui n'avait pas droit à recevoir des visites. On avait peur qu'il s'évade. Et la seule chose qu'on acceptait, c'était des confesseurs. Et on a découvert que les confesseurs faisaient rentrer du papier Hmm. et de quoi écrire. Et donc Mazarin a encore resserré la détention. Et ensuite, on l'a transporté de lieu de prison en lieu de prison. Et Condé a dénoncé cela. Il écrit plus tard, en 1651, l'on nous a conduits de prison en prison, comme si l'on eût voulu faire un triomphe de notre captivité. Il se voyait comme les prisonniers de guerre à Hmm. l'époque impériale qui défilaient dans les triomphes militaires à Rome. Xavier Le Persan, l'une des grandes qualités du prince de Condé, c'est qu'il est, je le disais, un seigneur de la guerre. Condé, c'est l'homme qui a gagné la bataille de Rocroi à 21 ans. On dit souvent qu'il a un profil d'aigle. Alors c'est vrai que vous avez choisi pour la couverture de votre livre cette image de lui qui en atteste. Vous ajoutez qu'il a aussi un regard d'aigle. Quels sont ses talents? Je parle militairement parlant. Comment est-ce qu'il fait pour gagner toutes les guerres? C'est un très bon tacticien ou au contraire, il... Alors, il ne gagne pas toutes les guerres, mais c'est vrai qu'il a su, lorsque des situations étaient désespérées, retourner la situation. Ce que l'on sait, c'est qu'il sait apprécier assez facilement sur le champ de bataille Les forces en présence. les forces en présence, mais aussi les lieux, Hmm. et utiliser au mieux ses forces. Et puis, probablement, c'est un des mystères encore à rechercher, c'est quelqu'un qui a appliqué pour les troupes françaises le mouvement dans le combat, et probablement s'est-il inspiré, mais il faut encore le confirmer, des pratiques militaires de la famille de Nassau, qui était connue au XVIIe siècle justement pour faire mouvoir les soldats beaucoup plus rapidement que ce qui était pratiqué dans la guerre à ce moment-là. Hmm. Il y a un deuxième aspect important dans vos recherches, Xavier Le Persan, c'est le fait que le prince de Condé, quand il passe au service de l'Espagne, il signe quelques prises de guerre contre la France. C'est un élément trop peu souvent raconté dans notre récit national, non? Oui, effectivement, en fait, ce livre apporte des informations sur une histoire qui a été dissimulée. Parce Hmm. qu'après la réconciliation du roi, eh bien, il ne faut pas parler des griefs du passé. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce livre qui a nécessité une recherche importante dans les archives, la correspondance, pour mettre en valeur justement la complexité des affaires. Voilà, la complexité des affaires, et aussi, surtout, la difficulté que ce prince a eue, à la fois pour se faire accepter chez les Espagnols, pour retrouver sa place. Hmm. Tout cela a été caché. Et ensuite, bien sûr, l'idée, c'était de ne pas parler de la brouille profonde entre Mazarin et Condé. Hmm. On a parlé évidemment des questions protocolaires quand il est en exil, mais cet exil justement dans les Pays-Bas espagnols, euh,
se déroule comment? Quelle vie mène-t-il? À Alors, part des moments de guerre, je veux dire, est-ce qu'il est bien traité, En fait, il est accueilli au palais du Kundenberg à à Bruxelles? Bruxelles, dans un palais qui a été refait récemment par le gouverneur général des Pays-Bas espagnols. Donc on ne sait pas trop par les documents la vie qu'il vit au quotidien là-bas, mais il se plaint beaucoup, comme vous l'avez dit, d'être impécunier, donc de ne pas avoir d'argent et de ne pas pouvoir payer Mmh. même son entourage. Il réclame toujours de l'argent, parce que les Espagnols ne lui livrent pas de l'argent comme cela. Parce qu'il reste potentiellement dangereux. Il pourrait se retourner et revenir au service de la France. Ce que l'on sait, c'est qu'en tout cas, il reste toujours soucieux de son rang, et notamment une affaire éclate à propos de la visite de Christine de Suède qui vient aux Pays-Bas espagnols, et Condé exige de Christine de Suède, qui pensait son amie, être reçue de la même façon que le gouverneur général des Pays-Bas. Et là, il perd, puisque le gouverneur général des Pays-Bas réussit à avoir le prestige de cette rencontre, et Condé, finalement, est extrêmement déçu de cette situation. Donc même là-bas, il continue à Mmh. combattre pour sa reconnaissance et son rang. Mais est-ce que le roi de France n'avait pas intérêt à acheter la reddition du prince de Condé? Puisqu'il n'avait pas besoin d'argent, il suffisait de lui donner un peu de fortune, un peu lui donner d'autres apanages et autres gouvernements, et il serait rentré dans le rang? Alors, en fait, Mazarin a essayé d'échanger finalement, d'échanger le sort du prince de Condé contre de l'argent. Mais pour Condé, l'argent, c'est beaucoup trop vil. Lui, Mmh. il voulait retrouver la totalité de ses biens. Ce qu'il a réussi à faire, il a presque récupéré ses biens et toutes ses fonctions, mais en revanche, tous ses amis, tous ceux qu'il avait suivis dans l'aventure n'ont rien eu. Mmh. Voilà, et donc il a beaucoup pâti de cette situation, puisqu'on a beaucoup médit du prince de Condé parce qu'il n'avait pas Il su avait abandonné ceux qu'il avait ses suivis amis. en exil. Mmh, Exactement. mmh. Heu, Évidemment, il récupère ses biens, il récupère ses titres, il peut revenir en France, c'est la fin de son exil, mais il est obligé d'aller retrouver le roi et de se soumettre à une cérémonie de réconciliation, de pardon. Comment ce moment délicat a-t-il été organisé et mis en scène? Alors c'est tout le problème, c'est-à-dire il y a deux cérémonies en réalité. Il y a la réconciliation avec Mazarin, qui a été gardée secrète officiellement. Il rencontre Mazarin en premier à Aix-en-Provence, et le cardinal Mazarin et Condé s'interrogent sur la manière dont ils vont se revoir. Qu'est-ce qui va se passer après s'être brouillé si mortellement, si j'ose dire, à l'origine? Et en fait, chacun discute dans sa correspondance avant la rencontre d'Aix la manière dont ils pourraient recevoir l'un et l'autre. Et à l'arrivée, on improvise la situation, c'est-à-dire que Mazarin fait un effort envers Condé, il descend une marche, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour un cardinal ministre, et ensuite il traite Condé de la meilleure des façons, comme pour atténuer ce moment peut-être d'humiliation politique qui devait permettre au grand Condé de rencontrer Mazarin. Et puis ensuite, il y a la rencontre avec le roi. Louis XIV et Anne d'Autriche le reçoivent au palais de l'archevêché à Aix. Ils sont debout. Condé fait une grande révérence en présence du roi. Il baise aussi la robe de la reine. Et le roi interrompt cette révérence. Mais les deux personnages restent coiffés de leur chapeau, tout comme pour marquer une distance entre eux. Et ce qui est très frappant dans cette rencontre, c'est que personne n'a rien entendu. Il y avait très peu de public. C'était très confidentiel, parce qu'on ne voulait pas faire de la publicité de ce retour. Mmh. C'est très gênant, en fait. Ils ne se Et sont pas donné l'accolade, non? ils ne se sont pas donné l'accolade, ils se sont simplement... Il y a eu une révérence, et le prince de Condé a fait son compliment au roi, dans une voix inaudible, et le roi a répondu tout aussi doucement, pour qu'on ne fasse pas usage des paroles qui avaient été échangées. Mmh. Aujourd'hui, le lieu qui témoigne le mieux de la vie du Grand Condé, c'est évidemment le château de Chantilly. C'est là-bas qu'on peut notamment voir le tableau Le Repentir du Grand Condé, mais il y a aussi toutes les victoires. C'est cette galerie, et il y a son portrait qui trône au-dessus de la cheminée. C'est assez impressionnant, cette galerie quand même. Alors cette galerie, elle fait écho à la Galerie des Glaces Mmh. à Versailles. Dans la Galerie des Glaces de Versailles, vous avez tous les grands épisodes, les victoires et les réussites du roi Louis XIV Mmh. dans les années 1660. Mais le prince de Condé a voulu faire la même chose. Il a voulu faire la même chose à Chantilly. Il n'a pas eu le temps d'achever cette galerie, mais effectivement, c'est une immense... un livre d'images de son prestige militaire, et c'est encore aujourd'hui très riche d'enseignements sur la manière de pratiquer la Mmh. guerre au XVIIe siècle. Mmh. Un point quand même pour terminer sur le Grand Condé, sa personnalité privée. Mauvais chrétien, on peut le dire, très méchant avec son épouse, odieux même, mauvais mari,
mais passionné par les livres, passionné par le jardinage aussi. C'est ce qu'on découvre dans votre livre. Effectivement, c'était un passionné des fleurs, même lors de sa captivité au donjon de Vincennes. Vous conviendrez avec moi que le donjon de Vincennes, c'est pas le lieu Non. idéal pour cultiver des fleurs. Il était réputé pour cultiver les œillets. On l'avait surnommé le Mars jardinier. Mmh. Et effectivement, dans les années 1660, il abandonne la politique et qu'il attend d'être rappelé, il espère d'être rappelé par le roi, eh bien, il cultive les tulipes ou les fleurs, les riches fleurs dans son château de Chantilly. Bon, il y met du sien, mais il s'ennuie quand même un peu. Mmh. Un mot sur son épouse, il était vraiment très méchant avec elle. Alors, il estimait qu'il avait fait un mauvais mariage. Mmh. Un mariage qui n'était pas digne de son rang, Mmh. parce que c'était une femme apparentée à la famille de Richelieu, mais qui n'était pas du même niveau que lui. Mais effectivement, il a été très ingrat vis-à-vis de sa femme, qui, au cours de la Fronde, a essayé, lorsqu'il a été emprisonné avec le prince de Conti et le duc de Longueville, a essayé de négocier ou d'agir, de le faire libérer, d'aller jusqu'à Bordeaux même pour pouvoir le faire défendre la cause des Bourbons-Condé. Et bon, il ne s'en est pas rappelé. Oui. Il ne s'en est pas rappelé par la suite, et probablement que d'autres aspects ont rentré en jeu, mais il n'a jamais accepté ce mariage en réalité. Ben, merci beaucoup, Xavier Le Persson, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du Grand Condé. Pour en savoir plus encore, je rappelle votre livre qui nous a permis d'enrichir notre récit, Le Grand Condé, un exil pour l'honneur, paru chez Fayard. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.